imisozi igihumbi uragahoraho u Rwanda uragahoraho Rwanda ufite ibyiza bigutatse Rwanda ufite amashamba imigazi yawe amazi y'urubogobogo ufite amashamba ni byiza byinshi imisozi yawe rudasumba Le Rwanda est comme une tête d'épingle sur la carte de l'Afrique. 26 200 km². Mais sa diversité est infinie. C'est un pays enclavé au cœur de l'Afrique centrale, à 1200 km de l'océan Indien et à 2000 de l'Atlantique. Kigali, la capitale, a vu sa population multipliée par 40 depuis 1962. Elle compte aujourd'hui 250 000 habitants. L'avion reste le moyen, coûteux certes, mais le plus sûr du désenclavement du pays des 1000 collines. C'est la Société nationale Air Rwanda qui, en plus de ses liaisons intérieures et internationales, est chargée à l'aéroport des opérations au sol. Surprise agréable pour les passagers qui débarquent, la relative fraîcheur du climat rwandais. Situé à moins de 2 degrés au sud de l'équateur, Kigali jouit d'un climat tropical heureusement tempéré par ses 1500 mètres d'altitude. La température moyenne oscille autour des 26 degrés. Dédié à la mémoire de feu Grégoire Kayibanda, ancien président de la République, le nouvel aéroport a été inauguré en 1986. Il est à la mesure des exigences du trafic aérien international. Le motif architectural qui le couronne fait oublier avec beaucoup de bonheur le caractère strictement fonctionnel de l'ensemble. Au milieu des bananeraies, des champs de maïs ou de haricots, poussent des buildings, tandis que l'asphalte lance ses noirs tentacules et ses guirlandes de réverbères à l'assaut des collines voisines. La circulation aux heures de pointe connaît, comme ailleurs, quelques problèmes de fluidité. Le Rwanda est soumis à l'alternance des saisons sèches et humides. Ces dernières couvrent les mois d'octobre à décembre et de février à mai. La pluviosité annuelle augmente avec l'altitude. À Kigali, elle est de 1000 mm.
suffisante pour les cultures, elle est loin d'être excessive pour les touristes. Mais Kigali n'a pas fini de naître. Tout occupé à se donner un corps, Kigali n'a pas encore eu le temps de se forger une âme. D'autant plus que ces citadins de première génération ont pris bien soin de débarquer avec, dans leur bagage, un peu de leur colline natale. Pourtant, son relief accidenté, les perspectives fugitivement offertes et les manifestations de la vie moderne confèrent à la jeune capitale une personnalité et un charme certain. À d'autres époques, en d'autres lieux, et selon son obsession du moment, l'homme a bâti des pyramides, des châteaux forts, des cathédrales. Au Rwanda, comme dans beaucoup de jeunes États, la fin du XXe siècle laissera, en témoignage d'une de ses préoccupations majeures, une banque nationale, véritable temple de l'argent, ce génie ambigu, à la fois indispensable et bien difficile à apprivoiser. Mais le Rwanda jouit d'une bonne réputation pour la manière dont il gère ses finances et rembourse ses créanciers. En 1986, le taux de croissance du produit intérieur brut était prévu à 6,3%. Cependant, l'accroissement de la population estimée à plus de 6 millions d'habitants était de 3,77% par an. Bruyant, nerveux, dangereux mais efficace ces taxis-motos. Cross, avec un ou deux passagers qu'ils déposeront au-delà de la route, sur le seuil même de leur porte. Au centre de la ville, le marché haut en couleur est toujours animé, une vue qu'on n'a plus depuis qu'il est couvert d'un toit. À la gare routière, les taxibus sont bien alignés et bien calmes avant de se lancer dans la course aux clients à grands coups de klaxon et d'appels rauques des convoyeurs. Le Rwanda a fait des efforts considérables pour améliorer et développer son réseau routier, le service téléphonique automatique intérieur et international, la distribution d'électricité dans toutes les communes et les alimentations en eau potable. Il est difficile de résister à la fascination qu'exerce la vie dite moderne et ses productions sophistiquées. Mais grâce à leur imagination et à leur ingéniosité, les enfants parviennent à adapter leurs rêves aux moyens du bord. Ils sont tantôt chauffeurs de poids lourds, ou mieux encore les pilotes du rallye des 1000 collines, du Kenya ou de Paris-Dakar. Pauvre et traditionnellement de vocation rurale, le Rwanda a commencé à s'industrialiser il y a une quinzaine d'années. Des usines et des ateliers se sont créés, dont la plupart transforment des matières premières importées. L'exiguïté du marché, mais surtout les 1700 km de route nécessaires à l'acheminement des matières premières et du carburant, grèvent lourdement le prix de revient des produits finis. Mais le Rwanda mène une politique extérieure active, avec ses voisins pour faire baisser les barrières protectionnistes
et les droits de transit et pour diversifier ses voies d'approvisionnement. La mise en exploitation accrue dans les prochaines années des importantes réserves de gaz méthane du lac Kivu offrira une solution nationale et à bien meilleur compte au problème de l'importation et de la cherté des produits pétroliers. Susceptible d'être aussi utilisé comme source d'engrais et comme combustible ménager, le gaz méthane vient en outre d'être expérimenté d'une manière satisfaisante sur 10 véhicules automobiles. Le cheptel rwandais est estimé à plus de 2 millions de bêtes, dont 650 000 bovins. On assiste depuis quelques années à la diminution du nombre de ceux-ci au profit du petit bétail. Cela peut s'expliquer par la diminution des pâturages et le taux d'abattage supérieur au taux d'accroissement. Considérant encore son bétail comme un capital ambulant et lui accordant toujours une importante fonction sociale, l'éleveur rwandais hésite à renoncer au pâturage itinérant. Pourtant, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage déploie des efforts soutenus pour vulgariser les méthodes modernes d'élevage en étable et multiplie, à titre d'exemple, les centres à vocation agro-pastorale. Grâce à des croisements de la race originelle Ankole avec du Sahiwal pakistanais, des bruns suisses et des frisons de souche canadienne venus par avion, on obtient des vaches résistant au climat et aux maladies, bien pourvues en viande et assez bonnes laitières. 7 litres quotidiens au lieu du litre des vaches traditionnelles. Mais ces robustes machines à viande et à lait ont-elles encore la grâce et la beauté de la vache rwandaise? Le Rwanda produit un effort maximum en consacrant annuellement près de 23% de son budget ordinaire à l'enseignement. Une réforme nécessaire et courageuse, véritable réforme de société, a été entreprise en 1978. Elle vise à mieux préparer les élèves à s'intégrer harmonieusement au monde rural ou au milieu professionnel. Mais en dépit des efforts consentis, le secondaire ne peut actuellement admettre que 10% des lauréats du primaire. Pour tenter de remédier à cette situation, des associations de parents se créent pour fonder des écoles, comme cette école secondaire d'économie et commerce qu'inaugure à Rouchaki le président de la République. Les autorités sont très sensibles à cette prise de conscience de la population qui manifeste ainsi sa volonté de prendre en main certaines responsabilités fondamentales. Elles restent cependant très attentives et vigilantes sur les contenus et la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles privées. ibyo byose nubwo hakiri byinshi bigomba gukorwa ishuri riragaragara nyakubahwa perezida w'inama nkuru y'iterambere n'amajyambere. Créée en 1960, à la veille de l'indépendance, la structure communale a reçu mission d'être la base du développement national. Sous la Première République déjà, le président Kayibanda invitait constamment les communes à devenir des pôles de développement. Malgré la jeunesse et la nouveauté de cette institution, certains résultats avaient été atteints. L'instruction populaire par des campagnes d'alphabétisation, l'amélioration de l'habitat et le développement du mouvement coopératif. La Deuxième République a chargé la commune de devenir la cellule de base du développement national.
En inaugurant, comme ici à Ngoma, chaque nouveau bureau communal, le chef de l'État tient à exprimer l'importance fondamentale qu'il attache à la commune, véritable lieu de rencontre, de dialogue et de transfert entre le pouvoir et la population. Chaque commune est administrée par un bourgmestre nommé par le président de la République, assisté de conseillers élus, tandis que la conception et les orientations des actions à mener sont discutées dans une commission technique et par le conseil communal de développement. En fonction de ses particularités et de ses potentialités, chacune des 143 communes lutte âprement pour son autodéveloppement et le mieux-être de chaque famille. Par-delà la précarité des finances communales et de leur gestion, la détermination des autorités rwandaises ainsi que la mobilisation politique et sociale des habitants sont en bonne voie pour assurer définitivement à la commune le premier rôle dans le développement du pays. Le 5 juillet 1975, 2 ans après son accession au pouvoir, le président Habyarimana comble un vide politique en créant le mouvement révolutionnaire national pour le développement. Pour le Rwanda, l'appellation mouvement est significative de la volonté de rupture totale avec les partis dont les querelles avaient engendré de dangereuses tendances séparatistes. amajyambere mu bubishaka ashingiye mbere na mbere ku mahoro n'ubumwe mu batura Rwanda. Ce mouvement, qui selon les termes mêmes de son fondateur se veut populaire, entend rassembler et grouper en son sein toutes les forces vives du pays pour la réalisation d'un seul objectif, le développement harmonieux et concerté. Le MRND s'offre à chaque Rwandais comme le forum politique national. Une fois par semaine, chaque Rwandais donne sa force de travail à la nation. Revaloriser le travail, surtout manuel, compter sur ses propres efforts, amalgamer les forces vives, tels sont les objectifs qui sous-tendent les travaux communautaires de développement Umuganda. Les résultats atteints sont encourageants. Des écoles, des centres de santé, des infrastructures administratives, des routes, la lutte anti-érosive et les reboisements ont été réalisés ainsi par la population. Le Rwanda consomme annuellement 5,5 millions de mètres cubes de bois. Pour faire face à la déforestation et à la dégradation des sols, le président Habyarimana a instauré dès 1976 la journée nationale de l'arbre. En 10 ans, 73 millions d'arbres ont été plantés. Le 8 mars 1987, Juvenal Habyarimana a 50 ans. Il va assister à la cathédrale Saint-Michel à Kigali à une messe d'action de grâce concélébrée par tous les évêques catholiques du pays autour de l'archevêque métropolitain Monseigneur Vincent Nsengiyumva. Le christianisme est solidement installé au Rwanda. Outre les églises réformées qui sont bien vivantes et qui participent elles aussi à la construction du pays, l'église catholique romaine se taille une part du lion. Elle est omniprésente dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans les services sociaux et sanitaires, dans les secteurs de développement rural, dans la presse, etc. Président d'une nation christianisée à plus de 60%,
Juvénal Habyarimana laisse au vestiaire son respect humain et oublie ses charges de chef d'État pour venir souvent, avec sa famille, au milieu de son peuple, entendre la parole de Dieu. Sans faire du Rwanda une théocratie, ni aliéner le caractère laïque de l'État, ni se laisser déborder ou impressionner par les églises, Juvénal Habyarimana ne se départit pas des grandes vertus chrétiennes dans son comportement d'homme d'État. Homme d'équilibre, de dialogue, de paix, patient avec ses adversaires, fidèle à ses amitiés, il cultive le respect de la vie humaine et s'attelle à faire passer cette option dans sa pratique politique en fondant celle-ci sur l'état de droit. Rassembleur d'hommes, c'est au milieu de ses compatriotes que le président se sent le plus à l'aise. Non pas tant comme un chef militaire qui, du haut d'un podium, voit défiler la troupe, mais surtout comme un animateur qui met les hommes au travail. Il est parmi eux, à l'animation, pour chanter non pas sa personne, mais leurs réalisations et leurs ambitions. Il est parmi eux aux travaux communautaires du développement ou Muganda. Il est parmi eux dans les débats publics où se pratique la démocratie responsable. La plus grande innovation qu'a apporté le président Habyarimana, c'est incontestablement d'inculquer aux Rwandais que c'est par leur travail, quel qu'il soit, que chacun, dans la dignité, améliorera sa condition et que la nation entière enregistrera des succès éclatants. Une fête comme celle-ci, une visite à des projets de développement, une tournée politique dans le pays, c'est pour le président un prétexte tout trouvé au coude à coude fraternel qu'il affectionne. Décontracté, il vous serre la main, vous regarde dans les yeux, vous appelle par votre nom, cherchant manifestement à communiquer. Ce désir de communiquer, d'être parmi son peuple, fonde et entretient une popularité réellement ressentie dans tous les milieux des nationaux ou des expatriés. Cette chaleur discrète dans les relations humaines, il la partage avec sa famille et naturellement avec son épouse qui a passé son prénom à l'orphelinat Sainte-Agathe qu'elle a fondé et qu'elle soutient fortement. Le centre-sud du pays oriente ses regards et ses activités vers Butare, 40 000 habitants, chef-lieu de préfecture au calme un peu désuet et où la vie dans la grande rue semble tourner en rond entre la poste, la terrasse d'un café, le marché et le magasin d'alimentation. Mais justement, l'essentiel à Butare n'est pas la rue, mais la réflexion intellectuelle et la recherche scientifique. Cette colline inspirée abrite entre autres 5 facultés de l'Université nationale du Rwanda. Les autres facultés se sont installées à Ruhengeri, au nord du pays. Le centre universitaire de recherche sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle émane de la faculté de médecine. Créé en 1980, ce centre exerce dans le domaine des plantes médicinales, de la fabrication de médicaments à base de ces plantes et met en valeur la médecine traditionnelle. Le département de production fabrique pour usage pharmaceutique de l'alcool éthylique à partir de mélasse et de l'essence d'eucalyptus à partir de feuilles.
On y étudie et traite, entre autres, pour en obtenir des extraits ou de la poudre, le datura, l'artichaut et le piment rouge. Non loin de là, le laboratoire pharmaceutique du Rwanda fabrique des médicaments pour le compte de l'État. Il produit, à des prix défiant toute concurrence, des médicaments de base, génériques, efficaces et sûrs, tels que l'aspirine et la chloroquine, des sulfamides, vermifuges et antibiotiques. La production peut atteindre 80 000 comprimés à l'heure. À l'abri derrière des haies de cyprès et de bougainvilliers bien taillés, se dresse le bâtiment austère de l'Institut national de la recherche scientifique qui abrite pour peu de temps encore le Musée national fort à l'étroit. Une ancienne hutte de chef. Il y a une trentaine d'années, elle a été démontée pièce par pièce sur la colline où elle se trouvait et reconstituée telle quelle dans le musée. Sous l'auvent épais qui protège l'entrée, le seuil est déterminé par des bordures arrondies peintes en ocre et en kaolin. Sur le sol, des nattes étalées sur des herbes fraîches coupées. À l'intérieur, des piliers auxquels sont accrochés des panneaux tressés et décorés délimitent un espace circulaire qui protège des regards indiscrets. Entre deux piliers, derrière un store roulé, on aperçoit le lit surélevé. Devant, à gauche, le pilier contre lequel le maître du lieu avait l'habitude de poser sa lance. Un dôme tressé d'une pièce et descendant jusqu'à hauteur d'épaule est posé sur des pièces de bois taillées en fuseau, fixées au-dessus des piliers. L'ensemble est recouvert d'une épaisse couche de chaume. Pas de fenêtre ni de cheminée. La fumée filtrait à travers le chaume ou s'échappait par l'auvent. On allumait des torches de sorgho pour donner de la lumière. Au milieu, le trèfle à 4 feuilles du foyer décoré comme le seuil. Lorsque le chef décidait de changer de lieu de résidence, il faisait emporter le dôme avec lui. Ces jeunes filles ont conservé les méthodes de la vannerie traditionnelle. Sur une structure en écorce de bambou tressé, elles appliquent méticuleusement, un à un, les brins de papyrus de couleur claire qu'elles feront alterner avec des fibres noires de troncs de bananier. Chaque brin est coupé à dimension et ses extrémités sont fixées dans la structure à laquelle il est ensuite attaché par des fils de sisal. Le motif créé n'a pas de signification symbolique. Il est choisi pour sa valeur esthétique et l'harmonie du rythme qu'engendre sa répétition. On a dénombré 17 motifs décoratifs de base différents, dont chacun porte un nom. Parfois, ces motifs sont mélangés entre eux. Les ensembles de 7 petits paniers gigognes que l'on trouve sont faits en tiges d'élusine sauvage. La couleur noire, la seule traditionnelle, était à l'époque obtenue grâce à un mélange de suie et de sang de tique. La tombe du Mwami Chilima a été découverte sur la colline de Rutare, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Kigali. L'analyse des os et objets trouvés a permis à l'archéologue Francis Van Noten de tirer certaines conclusions. Le défunt, qui est mort à l'âge adulte, était un roi riche et puissant du XVIIe siècle. À cette époque, des relations unissaient le Rwanda à la côte orientale, notamment à Zanzibar.
C'est ce que prouvent les nombreux coquillages et surtout les perles, dont certaines d'origine indienne et d'autres, en verre, d'origine européenne, de Venise ou d'Amsterdam. Une question vient à l'esprit inévitablement. À quel prix et contre quoi pouvait-on à cette époque se procurer ces objets si rares et si précieux ? L'Afrique est le berceau du rythme et de la danse. Afrique différente au cœur de l'Afrique, le Rwanda danse et bat du tambour différemment, certes, mais combien merveilleusement. Ici, le monde est né, dit-on, d'une onde sonore. Celui qui frappe le tambour renoue avec le geste créateur et participe à une nouvelle création. Une batterie de tambour a quelque chose d'irrésistible. En fait, ce sont les harmonies graves qui, faisant physiquement vibrer le corps, provoquent inconsciemment une réponse et une adhésion. Des carquois et des boucliers rappellent aux visiteurs que la pratique des danses Inhore était avant tout un art réservé aux jeunes formant un corps de guerriers d'élite. Les boucliers en osier étaient utilisés pour la guerre. Ceux en bois servaient pour la danse. Des joueurs de cornes d'antilope des marais, qui étaient jadis essentiellement des Batquois, d'où cette démarche rapetissée, précèdent le groupe des danseurs Inhore avec leur chevelure en cisale, leurs grelots aux chevilles et dans les mains leurs lances et leurs boucliers.